Le président français Emmanuel Macron est bien arrivé à Pékin aujourd'hui à 15h30 heure locale. Il a été accueilli à l'aéroport par le ministre chinois des Affaires étrangères. Emmanuel Macron est en Chine pour une visite d'État de 3 jours du 5 au 8 avril avec une première étape à Pékin puis à Canton. Absolument sans dire que nous ne partageons pas le système politique de la Chine. Il existe même une rivalité que nous assumons pleinement avec l'Union européenne. Mais nous savons aussi que nous avons des grands sujets internationaux sur lesquels il nous faut engager. Nous avons des relations humaines un peu particulières. Et au fond, cette page singulière que la France a su ouvrir avec la Chine, elle est pluriséculaire, mais elle s'est réaffirmée ces dernières décennies, nous oblige. Et cette page d'histoire plus contemporaine, ouverte dès 1964 avec le général de Gaulle, sous prétexte justement que la situation internationale était devenue plus instable, nous ne devons pas, en quelque sorte, la renier. Et ce n'est pas au moment, pour le citer, le poids de l'évidence et celui de la raison qui est effectivement grandi, que nous devons nous désengager, nous recroqueviller sur nous-mêmes, ou accepter en quelque sorte une logique de bloc à bloc. J'entends déjà les commentaires, ça ne veut pas dire qu'il y aurait une forme d'équidistance, ou un système d'équivalence qu'on mettrait entre les blocs l'un l'autre, mais simplement la lucidité qui consiste à regarder ce que nous avons à faire dans cette conversation en quelque sorte avec le reste du monde. Et la Chine, il y a une place toute particulière pour nous. Nourrie par notre histoire intellectuelle, artistique, scientifique, industrielle, géopolitique, et nourrie aussi par ce que la Chine représente aujourd'hui. La Chine produit désormais autant de richesses chaque année que l'ensemble des États de l'Union européenne. Elle est le premier partenaire commercial de plus de 60 pays dans le monde, le premier consommateur de charbon aussi, le premier créancier des pays les plus vulnérables, l'une des principales puissances militaires. Et cette accumulation de puissance a évidemment transformé ce pays, et pour beaucoup d'entre vous qui avez la profondeur historique, vous l'avez vu changer, y compris dans sa conscience de lui-même, durant ces 15-20 dernières années, résolument. Les dirigeants chinois assument pleinement désormais ce nouvel équilibre de force et leur relation à l'économie, une forme d'hégémonie, à ces équilibres internationaux, à la puissance ne sont plus les mêmes. Mais c'est précisément dans cette période que je crois que ce dialogue contemporain que nous avons su nouer, sur la base justement d'une histoire pluriséculaire, a du sens. Dès le début de mon premier mandat et mes visites en 2018 et 2019, j'avais acté cet engagement, sans naïveté aucune et avec beaucoup d'humilité, et la place que notre pays peut avoir, celui de porter cette relation singulière, d'être une voix qui unit l'Europe, ce que nous avons fait dès 2019, où lors de la visite d'État du président chinois, nous avons associé la chancelière Merkel et le président Juncker autour de la table, assumant en quelque sorte de consolider un dialogue sino-européen et essayant de défendre des valeurs universelles qui constituent le cœur de notre identité dans un dialogue respectueux. Et donc venir à Pékin, accompagné de la présidente de la Commission européenne,
Madame von der Leyen, c'est souligner la cohérence de cette démarche et c'est vouloir la réinscrire en quelque sorte dans cet axe que nous avons fixé. Alors, quels sont les paramètres de cette relation? Que peut-on attendre? Je commencerai avec la question politique et stratégique. Celle évidemment de la guerre en Ukraine et de ce que nous pouvons essayer d'engager avec la Chine. La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Et cette guerre, à plusieurs reprises j'ai qualifié d'impérialiste, de coloniale, est venue en effet fouler aux pieds nombre des principes de la Charte des Nations Unies que deux membres permanents du Conseil de sécurité que nous sommes doivent résolument défendre. Alors, la Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. Le défi qui est le nôtre, c'est en quelque sorte de ne pas pousser bloc à bloc et en quelque sorte de ne pas déjà écrire l'histoire en considérant que cette guerre viendrait rejouer des logiques stratégiques déjà écrites. Je crois le contraire. La Chine a assumé une responsabilité sur la question nucléaire. Nous aussi, nous pouvons nous y engager et ça aura un rôle déterminant dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, évidemment dans le cadre de l'agression russe en Ukraine, mais dans les choix qui ont été faits avec la Biélorussie sur le nucléaire. La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies, l'intégrité territoriale, la souveraineté des nations en font partie. Je crois que les défendre, c'est aussi cheminer ensemble et essayer de trouver un chemin de paix. Et la Chine, justement, a proposé un plan de paix. Nous l'avons salué. Est-ce que nous nous y retrouvons dans son intégralité? Non. Néanmoins, il a un intérêt, il montre une volonté de s'engager sur la résolution du conflit. Et donc, s'il ne s'agit pas d'un plan de paix, il s'agit bien d'une volonté d'avoir une responsabilité, d'essayer de bâtir un chemin vers la paix et, je l'espère, de pouvoir participer à des initiatives utiles à la population ukrainienne. Et donc, je pense que ce dialogue avec la Chine est indispensable. Parce que nous, Européens de l'Union européenne, nous aurions tort de laisser l'exclusivité du dialogue à la Chine à d'autres Européens continentaux que sont les Russes. Et considérer que ce serait la seule voie qui, en quelque sorte, viendrait donner sa lecture des événements, sa lecture du jeu et proposer des options stratégiques. Parler directement à la Chine de ce conflit, de cette agression russe, de ce qui s'y joue, des conséquences pour notre Europe, des conséquences pour le Proche et Moyen-Orient comme pour le continent africain et tant d'autres, et c'est assumer d'essayer de les engager dans une relation stratégique peut-être plus complexe que celle qu'on voudrait déjà écrire. C'est ce que j'aborderai, vous l'avez compris, demain, après-demain, avec le président, essayer de bâtir en quelque sorte et d'engager la Chine dans cette responsabilité partagée pour la paix et la stabilité à l'international et donc à travers ce conflit, mais également sur la question de l'Iran, de la Corée du Nord, et je crois que c'est notre responsabilité. Ensuite, et ce sera pour moi le deuxième axe de ce déplacement, nous devrons aussi parler des paramètres de notre relation commerciale. Je veux saluer la délégation économique qui est ici présente. Nous aurons ce conseil que nous avons créé en 2018, ce conseil franco-chinois d'affaires qui est extrêmement important, qui va se réunir pour la première fois depuis la pandémie. Plusieurs contrats importants seront signés par plusieurs d'entre vous, et dans tous les domaines qui sont ici représentés et que vous portez sur le terrain, qu'il s'agisse de l'aéronautique, des grands transporteurs, de la tech, de l'énergie décarbonée, de l'agroalimentaire, du luxe, des cosmétiques, à l'automobile et bien d'autres, nous avons une présence dans nos grands groupes, en passant par nos PME, nos ETI, nos start-up, et nos 2000 entreprises implantées souvent de longue date sont cette force que nous voulons encore déployer. Nous avons un agenda aussi agroalimentaire que nous poursuivons depuis 2018 et dans d'autres domaines que nous consolidons. Et cette communauté dynamique et innovante, force de proposition, je veux ici en saluer les représentants, la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine, les conseillers du commerce extérieur et les communautés French Tech, le comité France-Chine, qui jouent un rôle
très important pour structurer toutes celles et ceux que vous êtes, bâtir cette relation et nous permettre d'avancer. Néanmoins, la lucidité me conduit à observer que la relation n'est pas totalement aujourd'hui équilibrée. Et qu'en effet, nous devons, quand on parle de relations commerciales, essayer de réengager les efforts pour l'ouverture au marché s'améliore et que lorsque nous concédons certaines ouvertures, elles soient accompagnées de gestes symétriques, en tout cas comparables. Et je crois que dans ce contexte stratégique de tension que j'évoquais, lorsque je lis la volonté accélérée qui existe de désassocier les grands blocs économiques, la voie que nous portons et que nous portons ces dernières années avec, je crois, beaucoup d'amitié, de franchise, mais d'esprit de responsabilité, c'est une voie que je ne me permettrai pas de qualifier de médiane, mais réaliste et ambitieuse, qui est à suivre. Nous n'avons jamais été dans la naïveté avec la Chine, son gouvernement comme ses entreprises. Il y a 5 ans, quand je suis venu, j'ai expliqué que pour moi, sur certaines composantes de télécommunications, c'était un sujet de sécurité nationale, et d'ailleurs la Chine pouvait bien le comprendre, elle faisait la même chose quand il s'agissait de son économie. Mais quand on le dit respectueusement, plutôt d'abord en tête-à-tête avant de le clamer, quand on n'en fait pas des débats d'affrontements publics et télévisés, on est respectueux, je crois qu'on est entendu. Et nous avons pu être un des pays les plus rigoureux le plus tôt sur la télécommunication, tout en obtenant des ouvertures sur l'agroalimentaire. Je crois que c'est ce chemin qu'il nous faut, d'une exigence ambitieuse. Donc il ne faut pas de naïveté, c'est ce que notre Union européenne, je m'en félicite, actant cette démarche de souveraineté européenne que j'ai défendue il y a 5 ans, bâtit des instruments de défense commerciale qui sont nécessaires à notre crédibilité, mais doit aussi s'engager avec volontarisme pour continuer d'avoir une relation commerciale avec la Chine. Et donc il nous faut en quelque sorte dérisquer nos économies, ne jamais dépendre totalement. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que la Chine veut pour elle-même, quand elle regarde l'Europe ou les États-Unis. Mais il ne faut pas nous désassocier et nous séparer dans une logique qui, en quelque sorte, viserait à penser que nous avons vocation à terme à ne plus rien faire ensemble, ce qui serait une erreur funeste. Et donc, crédibilité, défense de nos intérêts, mais engagement dans des grands projets économiques communs, dans l'ouverture de l'agroalimentaire, en passant par la consolidation des grands marchés que vous défendez et les parts de marché considérables pour vos groupes, pour vos entreprises sont représentées ici en Chine, avec une plus grande réciprocité de nos échanges. C'est cette approche, je le crois, exigeante, ambitieuse et lucide que je veux ici défendre. Mais il y a du chemin parce que nous le voyons, nous pouvons être aussi pris dans cette logique de bloc à bloc. Et ce qui veut dire que nous, Européens, si nous voulons que ce chemin soit possible, nous devons aller beaucoup plus loin sur celui de notre autonomie stratégique. Et donc une Europe qui doit assumer que lorsqu'elle prend des choix, elle ne dépend pas de l'extraterritorialité des choix pris par d'autres, et qu'elle peut assumer un chemin qui est aussi. Et puis, troisième objectif, c'est de réengager sur un cadre commun d'action sur les grands sujets internationaux. En 2019, nous avions engagé, je lisais beaucoup de commentaires sceptiques à l'époque, sur la question de la biodiversité, préparant les COP qui étaient à venir. Ce que nous avons consolidé en 2019 a produit des effets. Jusqu'à la COP biodiversité, il y a quelques mois à Montréal, et encore sur les négociations sur la haute mer, BBNJ, où nous avons eu des résultats par ce travail diplomatique commun que nous avons engagé. Et je crois qu'il y a là la possibilité de faire ensemble, et que c'est même une condition de crédibilité de notre action internationale. Parce que quand vous parlez à une économie aussi puissante, qui est, comme je le disais, le premier consommateur de charbon, qui a dit qu'elle atteindrait son pic en 2030, et qui, je le pense, peut faire beaucoup mieux, et qui donc structure les émissions de la planète sur les années à venir. Quand vous parlez à une grande puissance en termes de biodiversité, quand vous parlez à une très grande puissance, là aussi en termes d'intelligence artificielle, de quantique ou de numérique, eh bien la régulation de ces biens communs passe par un travail partenarial avec la Chine. Et donc de la lutte contre le changement climatique et ses effets à la protection de la biodiversité,
nous avons réussi des avancées, je souhaite que nous continuions à les engager. La France organisera une conférence sur les océans à Nice en 2025 et je souhaite engager pleinement la Chine dans ses efforts. Sur la sécurité alimentaire, nous devons aussi travailler ensemble. Et en juin prochain, nous aurons un sommet très important pour rebâtir le nouveau pacte financier mondial et définir justement les termes financiers de la solidarité internationale. Il s'agit des questions de dette, il s'agit de la mobilisation de la Banque mondiale, du FMI, pour lutter tout à la fois contre les inégalités et les conséquences du dérèglement climatique. Nous avons besoin de l'engagement de la Chine sur cette question. Et c'est ce que je tâcherai ici de bâtir, et ce dont je tâcherai de convaincre les dirigeants chinois. Vous le voyez, la relation n'est pas simplement bilatérale, elle se construit aussi au niveau européen, comme je le disais, c'est tout l'enjeu de la présence de la présidente de la Commission, mais elle se bâtit aussi sur ces grands sujets internationaux. Et puis nous aurons l'occasion, durant ce déplacement, juste après ce rendez-vous, en allant avec les artistes et nos dirigeants d'instituts culturels, avoir un moment justement important en matière de culture, et puis à Canton, après-demain, dans ce qui est l'un des poumons à la fois économiques et culturels du pays, de consolider cette politique de rayonnement, cette politique de culture et ces échanges croisés. Je crois que c'est un des éléments clés de notre relation. La force des liens humains. Beaucoup d'entre vous, d'un côté et de l'autre, les font vivre et se nourrissent de cette fascination réciproque, je la crois encore vraie, entre la Chine et la France. Elle a éprouvé nombre de métamorphases remarquables. À Shanghai, nos compatriotes ont connu un confinement, je le sais, particulièrement strict et long, particulier au printemps dernier, mais aussi à Wuhan, Shenzhen, Canton, Hong Kong, Chengdu, Shenyang et dans tant d'autres endroits. La solidarité dont vous avez su faire preuve durant cette période a forcé notre admiration et je veux ici vraiment remercier toutes celles et ceux qui ont traversé cette période si difficile avec le sens des responsabilités, beaucoup de sacrifices pour continuer d'être là. Vous êtes désormais un peu plus de 22 000 à explorer cette relation et cet autre pôle de l'expérience humaine, dont parlait Simon Leys, et répartis à parts égales entre Chine continentale et Hong Kong. C'est une communauté moins nombreuse qu'avant la pandémie, mais soudée et qui continue, je le sais, à accompagner nombre de projets. Et je compte sur vous pour accompagner toutes celles et ceux qui, dans les mois, les années à venir, viendront continuer de nourrir cette relation. Les temps, nous le savons, sont exigeants, mais nous avons ici d'indéniables atouts et la volonté de relancer un partenariat stratégique et global avec la Chine. Je voulais commencer par ces mots pour vous, parce que je sais combien ces années ont été dures, et je n'aurais pas l'opportunité, en quelque sorte, de parler de l'avenir si vous n'aviez pas résisté dans cette période. La force de cette relation, ce sont les femmes et les hommes qui la nouent, étudiants, artistes, scientifiques, chercheurs, femmes et hommes d'affaires, entrepreneurs, entrepreneuses, responsables politiques. Et cette relation bilatérale, nous avons à en écrire la suite dans des temps particulièrement difficiles. Alors je voulais aussi vous dire quelques mots de ce voyage et des objectifs que nous poursuivons. En effet, je veux saisir l'occasion de cette première prise de parole pour partager en quelque sorte les grandes lignes de nos objectifs. De plus en plus, nous entendons les voix s'élever pour exprimer une forte inquiétude sur l'avenir des relations entre l'Occident et la Chine, et en quelque sorte conclure à une forme d'irrésistible engrenage de tensions croissantes. Si nous ne faisions que lire en quelque sorte les commentaires, tout est déjà écrit, nous n'avons pas le choix. Le découplage est déjà à l'œuvre, l'encouragement et surtout la perspective offerte par cette visite, première visite en sortie de pandémie en Chine, et vous dire la volonté qui est la mienne, celle du gouvernement de la France, de poursuivre avec beaucoup de détermination sur le plan bilatéral, mais aussi avec notre Europe et pour les grands sujets internationaux qui sont les nôtres, ce dialogue indispensable avec la Chine.
Et ce dialogue, c'est vous qui le faites vivre, chaque jour, par votre engagement, votre travail et votre action. Et de cela, soyez infiniment remerciés. Vive la République et vive la France. Bonjour. C'est un discours d'encouragement, d'ambition, de relance de la relation franco-chinoise. Et moi, en tant que ministre de la Culture, j'ai été évidemment très sensible à ce qu'il a dit sur les relations humaines qui sont très importantes à construire, à nourrir, à développer entre les artistes, les professionnels de la culture, les musées, les institutions culturelles. C'est pour ça que je suis venue avec une délégation assez importante, des artistes français comme Jean-Michel Jarre, chinois vivant en France comme Yan Peiming, des directeurs d'institutions comme Versailles, comme le musée Rodin, comme le Mobilier National et d'autres, le musée Guimet, etc. Donc on a ici un potentiel aujourd'hui de reconnecter avec les partenaires culturels chinois, avec la scène artistique, dans l'espoir aussi, plus tard, de pouvoir relancer le tourisme chinois en France, parce que nos institutions culturelles, notre gastronomie, notre art de vivre à la française est très attractif, on le sait, pour les touristes venant de Chine. On aimerait aussi pouvoir relancer ce tourisme petit à petit post-pandémie, mais surtout ici construire des relations à long terme pour développer des projets, pour connecter nos artistes. Parce que quand on parle de la culture et de l'art, on parle aussi des imaginaires, on parle de ce qui nous dépasse un peu et de ce qui nous relie en tant que société, ce qui relie nos jeunesses, ce qui relie nos imaginaires. Donc moi j'ai beaucoup entendu aussi un encouragement de la part du président à aller plus loin dans la coopération culturelle et ça me réjouit. C'est mon premier voyage, ce sont mes premières heures ici à Pékin, à Beijing. Je suis absolument émue parce que j'ai lu énormément sur la Chine, littérature, poésie. Je connais des artistes chinois en France. C'est un pays continent, c'est un pays de rêve et de puissance culturelle. Et ça m'intéresse vraiment de plonger à la fois dans cette civilisation, dans cette histoire, mais aussi dans la création contemporaine aujourd'hui, comment les artistes d'aujourd'hui, y compris les jeunes, notamment les jeunes, se saisissent des enjeux du monde et en font des formes artistiques nouvelles. Ça m'intéresse énormément. Pour nous, c'est une visite extrêmement importante puisqu'elle nous permet de poursuivre cette longue conversation que le château de Versailles entretient avec la Chine à travers toute son histoire, toute l'histoire des relations entre la France et la Chine. Et nous avions élaboré le projet d'exposer à la Cité interdite les chefs-d'œuvre de Versailles qui montrent l'influence de la Chine à Versailles au XVIIIe siècle. Ce projet était né au moment du dernier voyage du président de la République en 2019 et malheureusement la pandémie nous a empêché de le concrétiser plus tôt, mais nous avons poursuivi pendant toutes ces années nos entretiens avec nos homologues de la Cité interdite et ainsi nous allons pouvoir enfin présenter à la Chine l'influence qu'elle a eue sur notre pays dès le XVIIIe siècle, au temps des rois, au château de Versailles, mais aussi à travers toute l'Europe, puisque, comme vous le savez, Versailles était à ce moment le centre de l'Europe et rayonnait un peu sur le monde. Et évidemment, le lien que la France pouvait avoir développé avec la Chine se retrouvait un petit peu partout dans ce que nous pouvions montrer de nous-mêmes à Versailles. Et donc cette exposition sera extrêmement importante. Elle se tiendra en 2024, d'avril en juin, c'est-à-dire au moment où nous célébrerons la reconnaissance du 60e anniversaire de la Chine par le général de Gaulle. Et ce sera un moment très important aussi pour le château de Versailles parce que, comme vous ne le savez peut-être pas, le général de Gaulle avait voulu que le château de Versailles reste la résidence présidentielle où l'on accueillait les autres étrangers et on continue à le faire. Le président Xi est venu en 2014 à Versailles et j'espère qu'il pourra revenir quand cette exposition aura été montrée ici en Chine. Oui, absolument. C'est-à-dire nous allons signer avec mon homologue de la Cité interdite cette exposition qui débutera donc en avril 2024 et jusqu'en fin juin 2024.
Et j'espère qu'elle sera aussi l'occasion de montrer d'autres choses de Versailles, peut-être la musique, peut-être des ballets, en tous les cas montrer ce que notre culture peut apporter à la culture chinoise. Ce sont deux vieux pays qui dialoguent et la culture est un élément très important de ce dialogue pour nous.